je vais présenter le réseau Dev Exchange que la plupart d'entre vous connaissent. Alors, c'est une plateforme qui est animée et par les acteurs du secteur minier. C'est-à-dire qu'elle a été créée pour être animée par les acteurs du secteur minier, surtout le secteur artisanal et semi-mécanisé, relatif à la prise en compte des femmes dans ce secteur du genre, en fait. Voilà, donc c'est ainsi que nous avons cette plateforme qui est libre, c'est-à-dire que tout le monde est libre à travers le groupe WhatsApp de discuter, de parler de leur expérience et de leur challenge, de leurs success stories. Et cette plateforme, c'est un projet qui est porté par, qui a été initié par Awima, notre grande association, mais qui est aussi notre équipe de soutien est basée à Brisbane, à l'Université de Queensland, qui nous appuie pour tout ce qui est enquête, pour tout ce qui est organisation, pour tout ce qui est soutien logistique, moral et tout ce qui nous soutiennent. Nous avons la chance d'avoir Linda Lanson qui a un PhD en minéral, c'est-à-dire en pierres précieuses. Elle est enseignante. Elle est chercheuse à Brisbane. Nous avons aussi Diana. Son nom là, bon, Diana, elle est hispanique, elle aussi, elle est à l'université. Nous avons aussi Daniel Frank, qui est à l'université aussi. Et au niveau maintenant, nous avons aussi une Kassazi qui est de la Zambie, qui est aussi un soutien pour nous. Et maintenant, lorsque nous avons créé la plateforme, nous avons réparti comme vous savez que dans le secteur minier, ce n'est pas seulement l'Afrique francophone, donc nous avons réparti le monde en 6 zones pour que nous puissions, que chaque partie du monde puisse être touchée par cette dynamique que Dev Exchange est en train de créer pour que vraiment le secteur minier artisanal et semi-mécanisé puisse être animé, porté par les acteurs eux-mêmes. Donc, nous avons six coordonnateurs par zone. Il y a la zone anglophone qui est dirigée par Blessing du Zimbabwe. Il y a quelques-uns qui sont déjà dans son groupe WhatsApp. On échange beaucoup. Il y a Urika, elle, c'est le groupe Caraïbes. Elle est de la Guyane anglaise. Il y a Rana, qui est de l'Inde. Lui, c'est tout ce qui est Pakistan, Inde. Il y a Diane, elle, c'est la partie Indonésie, la partie asiatique. Et je crois que, attends, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Moi-même, nous sommes 6. Non, il y a aussi la partie hispanique manuelle. Voilà. Donc, ça veut dire que tout le monde a été pris en compte. Toutes les langues ont été prises en compte. Tous les continents ont été pris en compte. Et je voudrais spécialement aussi vous dire que Linda, en fait, elle est blanche, mais elle est africaine. Hein? C'est notre sœur. Elle est mariée à un Togolais. Alors, donc, c'est notre sœur. Elle est africaine, elle parle français. Et je dois vraiment, elle n'aime pas ça, mais je vais lui dire merci pour tout ce qu'elle fait pour nous, pas pour moi seule, pour tout le groupe. Elle nous soutient. Souvent, je la réveille à 4 heures du matin, à n'importe quelle heure, à minuit, elle répond. Voilà. Donc, ça, c'est le réseau Dev Exchange qui a fêté son premier anniversaire le 4 mai. Et nous envisageons, je parle de son contrôle, faire plutôt maintenant des ateliers. On va essayer de faire des ateliers en présentiel selon ce que, bon, ils sont en train de faire, puisque c'est la Banque mondiale, OCDE, PNUD qui finance. On verra comment ça va, comment on va articuler ça, parce que nous voulons que les acteurs soient présents eux-mêmes. On est en train de discuter de ça. Et peut-être que Linda peut apporter plus de précision concernant cette seconde phase. Oui, juste une petite, on n'a pas encore fini, mais l'idée c'est ce qu'on va faire de formation, des capacitations présentielles, mais surtout au niveau du site. Donc, on souhaite travailler avec des gens à côté de chez eux. Donc, c'est ça l'idée pour la première phase.
Deuxième phase, je veux dire. Oui, effectivement, c'est ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire que les autres formations vont se dérouler sur site. Là, ça va être encore, il y aura plus de visibilité de Dev Exchange sur les sites parce que ils seront formés et ces gens seront que à tout moment, ils peuvent intervenir dans le groupe WhatsApp pour parler soit de leurs défis, soit des problèmes rencontrés. Tout le monde sait ce qui se passe actuellement ici. On a des gestions de conflits très, très, très difficiles avec les artisans miniers. Il y en a encore, ce n'est pas facile. Bon, donc, tout ça, ce sont des problématiques qui doivent être adressées. Je ne prétends pas que nous allons avoir une solution miracle, mais on peut atténuer ça par les sensibilisations, par exemple, parce que Ulrika a animé hier nuit, Linda, Ulrika, elle a parlé du fait qu'il faut qu'on sensibilise les artisans miniers et aussi qu'on puisse les aider à faire des planifications financières eux-mêmes, pour eux-mêmes, avec notre aide, pour que leurs enfants ne se retrouvent pas sur les sites miniers encore dans 10 ou 15 ans, qu'on ne voit plus cette jeunesse qui doit être à l'école sur les sites miniers. Donc, ça aussi, c'est un grand défi que nous nous sommes lancés, qui a été présenté hier. Je n'ai pas pu suivre, mais ça sera sur YouTube. Vous pourrez suivre. C'est un problème qui est vraiment, c'est pas facile, mais je pense qu'avec beaucoup de sensibilisation, beaucoup de renforcement de capacité, ces gens pourront s'occuper d'eux-mêmes en faisant ne serait-ce que anticiper, planifier et puis se projeter sur l'avenir. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Tout à fait, c'est exactement ça. Merci. Peut-être on peut passer la parole à notre cher Sayon Beret. Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Ouais. Les écrans sont prêts pour toi, je pense. OK. Je vais diminuer ça. Voilà. Merci, Madame la coordinatrice de l'ex-échange, Linda et tous les autres membres, les women and the men. Je vois les men ici, non? Women and men. Enchanté. Yeah. Très bien. Merci. Très bien. Merci. On est de solidarité. Oui. Oui. Je suis vraiment contente d'être sur l'écran ce matin pour présenter le modèle ou l'exemple du modèle en République de Guinée. Comme vous avez lu sur l'écran, c'est un travail acharné que WIM a commencé depuis fort longtemps pour la prise en compte des questions du char dans le secteur minier, particulièrement dans les revenus tirés du secteur minier, des revenus miniers. Donc, le modèle, heureusement, ça commence à bouger parce que vous allez voir dans le document le quota après la répartition du montant du FODEL proportionnellement la part qui est revenue aux femmes et aux jeunes. Vous allez voir après. Vous avez lu, je suis Sayon Berete, ingénieur géologue, en activité coordinatrice Women and Mining de Guinée et directrice générale adjointe du laboratoire national des mines et géologie de la Guinée. OK, c'est quoi le FODEL? Le gouvernement de la République de Guinée a élaboré en 2011 un code minier dont l'un des apports majeurs est la confirmation que les activités minières doivent permettre d'assurer des retombées plus importantes aux communautés riveraines des exploitations.
Au terme de l'article 130 de ce code, le titulaire d'un titre d'exploitation minière doit contracter une convention de développement local avec la communauté locale résidente sur ou à proximité immédiate de l'exploitation et accompagner cette convention d'une contribution en ressources financières permettant de participer au développement économique local. Le montant de la contribution de développement local est fixé à 0,5% du chiffre d'affaires de la société réalisé sur le titre minier de la zone pour les substances minières de catégorie 1. Catégorie 1, ça vous connaissez, non? Et à 1% pour les autres substances minières. Ici, on parle des substances, par exemple, bauxite, fer et autres, et les ressources diamant, l'or, qu'on peut consommer à brut. Il est prévu de loger cette contribution dans le fonds de développement local FODEL. Oui, tu peux passer dedans. Allô? Flash. OK. But du FODEL. Le FODEL vise à promouvoir le développement des collectivités locales abritant les sites d'exploitation minière et les collectivités voisines à proximité. Le FODEL est destiné à soutenir la réalisation des infrastructures de base, des activités génératrices d'emplois et de revenus, ainsi que d'autres activités de développement prévues dans les plans de développement local, PDL, des collectivités locales concernées. Répartition du FODEL, comme je le disais l'entame, entre les communes d'une préfecture minière, par exemple. Proportion, catégorie commune. Il est octroyé 35% pour les collectivités, les projets concernant les collectivités abritant les mines en exploitation, 25%. Les collectivités situées au sein du périmètre du titre d'exploitation, 20%, les collectivités impactées situées à proximité du périmètre du titre d'exploitation, 15%, les autres collectivités de la préfecture minière concernées et 5%. Et 5% des structures institutionnelles. Okay. Clé de gestion maintenant du FODEL au sein d'une commune minière. 20% de projets entreprises et groupements d'intérêt économique des jeunes, 20% pour les femmes, 30% pour les projets économiques collectifs pour les collectivités, 21% projets sociaux des collectivités, 2,5% projets de renforcement des capacités, 3,5% appui au fonctionnement de la commune de CCPF, 0,5% communication, vulgarisation et sensibilisation et 2,5% fonds d'audit et supervision. Ça, c'est la répartition des 100% de montant du FODEL. Stratégie d'implication des femmes, cas spécifique de Sigiri et Abouké. Parce qu'actuellement, en Guinée, c'est les deux préfectures qui sont le plus impactées et la répartition, l'État a jugé nécessaire de commencer dans ces zones. À Sigiri, c'est la zone aurifère. Bouké, c'est la zone bauxite. Pour impliquer les jeunes et les femmes, les communautés d'appui de gestion du FODEL et l'équipe d'appui ont organisé des réunions avec les responsables de communes et de districts pour convenir sur des stratégies d'animation et d'implication des femmes jusqu'au niveau des secteurs. Travailler avec les élus locaux pour le déploiement des femmes et des jeunes dans l'ensemble des districts et secteurs avec des fiches de collecte des idées de projets. Centraliser, sélectionner et valider les idées de projets qui concourent à l'auto-emploi et à l'autonomisation effective. Situation de la répartition pour les femmes de Sigiri. Donc, vous pouvez
lire et on peut passer parce que ça concerne les différentes sous-préfectures, les groupements, ainsi de suite. On peut passer là-bas, OK? Donc, vous voyez ici, ça, c'est un groupement d'intérêt économique de l'association Guinée-Kabassi de Sigiri. Eux, ils font la saponification, les marécages et autres là. Ils ont bénéficié du fonds FODEL. Le groupement a bénéficié du fonds FODEL, on peut passer. On peut passer. Slash. Linda, next. J'ai déjà passé, hein? Je ne sais pas. Ah bon, tu es passé? Oui, oui. Je dis c'est la même chose que je disais. Elle veut un peu plus avant. Résumé, parce que ça, là, les situations de l'autre, là, c'était à Sigiri, ici, c'est à Bouquet. Vous voyez, au CU, là, ça, c'est commune urbaine de Bouquet. Dabis, c'est une des communes rurales. Partout où c'est CR, là, c'est des communes rurales. C'est seulement ici où se trouve le centre administratif de Bouquet. Eux, tous, ils ont bénéficié les montants de fonds FODEL, c'était qui est logé là. Oui, c'est bon. L'un des groupements aussi a toujours à Bouquet. Groupement d'intérêt économique, ça c'est le nom de l'association qui est Bouquet fait. L'affaire de Bouquet, quoi, qui veut dire ça en sous chez nous. Et aussi, ils font la saponification parce que, vous savez, à partir de, comment dirais-je, la culture de l'huile de palme, des résidus, on fait ça, des savons noirs, les savons pour le truc de la maison, tout. Donc, vous voyez, partout à Bouquet, la saponification dans ces zones-là est accrue. OK, on peut. Récapitulation de la situation. 13 263 femmes évoluant dans les groupements d'intérêt économique sont directement touchées par le FODEL dans les préfectures de Bouquet et de Sigiri à travers 474 projets. 20 milliards 422 millions 223 383 francs guinéens sont distribués pour soutenir les initiatives d'autonomisation des femmes de Sigiri et de Bouquet. Les sources des données là viennent des acteurs du FODEL qui sont du ministère des Mines et le ministère de MATAP, l'administration du territoire. Groupement d'intérêt économique des femmes de Dabouta, toujours à Bouquet. Vous voyez leur champ de culture et je suis comme bénéficiaire du fonds. Autre mesure spécifique, formalisation complète des projets portés par elle à travers une approche participative et inclusive qui les a permis de s'approprier le contenu de leurs projets. La mise en relation pour le renforcement de leurs capacités suivant l'approche par compétence, par exemple à Sigiri, Sierre Frawalia, un groupement de femmes a été formé par les associations de Guinée et des femmes techniciennes et technologues de Kanka. OK, c'est ça. L'équipe était venue pour les aider à préparer des savons, l'emballage, la quantité de soude qui doit être mise. Il y a eu cette formation, vraiment, les femmes, ils apprécient et c'est bénéfique. Ça se voit même dans la région actuellement, les choses commencent à aller là. OK. OK. Le magasin là a été construit par le Fonds de développement local octroyé à la collectivité. C'est ça. Et les femmes et les jeunes, tout le monde peut venir loger les réserves à liquider. Ça, c'est le riz et autres. OK. Next.
autre image sur les activités des femmes, toujours, saliculture, tout ça c'est à Boké. À Kamfarande, c'est l'une des communes rurales. Ici, c'est à Boké. Et Douagnon, là, ça c'est à Sigiri. Arachide, ça c'est à Sigiri. Next. OK. Toujours. Maraîchage, la culture de l'ananas. Next. Next. OK. Ici, vous voyez, ça à Sigiri, lors de notre sensibilisation dans ces zones là-bas, j'ai eu à interviewer des femmes dans ces zones-là. C'est une zone fortement riche en or. Et ces femmes-là, nous avons de gros problèmes pour les convaincre à abandonner ce trafic. Il y a des femmes parmi eux qui commencent à accepter, mais ce n'est pas facile. Hein? Tu as vu, celles qui sont à ma droite, là, dans la rivière, ils ont tamis 2 fois, 3 fois. Ils ont eu, je crois, une vingtaine de grammes d'or devant nous. C'est de gros problèmes quand même. Comment les accompagner à ce qui est bon. Le problème maintenant qui m'a le plus touché, regardez les enfants avec eux, les tout petits qui ont l'âge d'aller à l'école. Nous, les associations des women en Afrique et dans le monde, nous avons des sérieux problèmes pour venir en aide. Et comme c'est un combat qu'on vient de commencer, je crois qu'on aboutira, franchement. Next. Next. Bon, tu avais corrigé, mais comme c'était déjà parti là, passé. OK, c'est la suite. Toujours à Sigiri là-bas, Belende et Ansumania. Next. Oui. OK. En conclusion, il ressort de l'analyse que la priorité femme est bien prise en compte dans le dispositif du FODEL en Guinée. Seulement à travers les groupements d'intérêt économique et pour la seule année de 2020, 13 263 femmes ont bénéficié des opportunités d'emploi direct dans les 2 préfectures. La formation des femmes et des jeunes pour le choix et montage des projets bancables sont nécessaires pour la gestion efficace des 20% réservés aux femmes et aux jeunes. Par ailleurs, il ne faudrait pas perdre de vue que les autres composantes relatives aux projets sociaux, construction d'écoles, de ponts, de pistes, de boulangeries modernes, de gares routières, etc., constitueront également des opportunités majeures d'emploi et d'auto-emploi pour plusieurs autres catégories de femmes. Je crois que c'est fini. Hein? OK. Merci pour votre aimable attention. Merci, coordonnatrice. Merci beaucoup pour ton exposé qui a déjà fait beaucoup de demandes quand on était au Niger. Il y en a même qui ont demandé ton document. Merci pour ta brillante présentation. En fait, je voudrais dire pourquoi nous avons voulu parler du fonds minier, des fonds, bon, chez nous, c'est fonds minier de développement local, c'est fonds de développement économique local. En fait, c'est une directive de la CEDEAO qui a demandé dans les années 2014 à ce que toute la société civile, c'est-à-dire nous, les WIM, les autres organisations, les autres ONG, tous ceux qui font partie de la société civile par leur engagement, puissent mettre en place ce fonds-là afin que ce fonds a été adopté par le code minier de tous les pays membres de la CEDEAO. Il a été expressément demandé à ce que ces lois soient internalisées, c'est-à-dire qu'elles deviennent des lois minières. Et je me rappelle qu'en 2017, nous avons ici réuni
tous les pays, tous les pays membres excusez-moi, tous les pays membres de l'UEMOA et la CEDEAO. Et à cette époque-là, nous avions demandé, on s'était rencontrés pour que nous puissions partager avec les autres pays membres quelles étaient leurs expériences concernant ce fonds minier. Parce que nous, on était en train de le mettre en place et nous voulons savoir qu'est-ce qu'il en était. Donc, dans la sous-région, le Burkina a été le premier pays à le mettre en place et après nous, ça a été la Guinée. Mais je dois dire que la Guinée est en avance parce que nous n'en avons pas fait une loi minière. C'est eux, ils ont fait une loi minière, c'est vrai, mais c'est-à-dire que les pourcentages ont été déjà édictés dans la loi. Nous, on a mis ces 1%. Donc, au niveau du Burkina, la FEMIO a été obligée de prendre un consultant pour faire un plaidoyer pour réclamer 30% des 1%. C'est-à-dire qu'on a les fonds, c'est-à-dire que les fonds sont payés régulièrement, mais les communautés en tant que telles n'ont pas la manière dont vous avez réparti. Nous n'avons pas ça. Donc, ça crée beaucoup de problèmes de gestion. Par exemple, il y a une communauté au nord, vers la mine de Essakane, qui a reçu en 1 ou 2 semestres, ils ont reçu près de 2 milliards. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas dépensé 400 millions parce qu'il n'y a pas eu d'accompagnement, il n'y a pas eu de sensibilisation. Les femmes n'ont pas été associées parce que quand les femmes sont associées, elles ont des projets, elles ont des idées. Mais là, aujourd'hui, bon, c'est vrai que les cotisations, les contributions sont faites, mais l'utilisation, le suivi, ce n'est pas évident du tout. Donc, nous sommes en train, en ce moment, de voir comment nous allons repartir vers ces cellules-là pour qu'on puisse vraiment, que la part de la femme soit vraiment octroyée. C'est ce que je vais d'abord faire comme premier commentaire. Celui qui veut prendre la parole, la prend. Merci beaucoup. Oui, merci la coordinatrice. Pour la répartition, d'abord, l'État a accepté d'octroyer 15% de revenus tirés du secteur minier, parce que ça n'a dérangé, c'est seulement la volonté du gouvernement. Si le gouvernement décide, ils peuvent. Parce que le montant là n'a pas du tout dérangé le projet d'intérêt national. C'est juste la part que l'État reçoit dans le revenu minier qu'ils ont pris 15% dans ce montant-là pour donner aux collectivités. Sinon, il y a d'autres fonds, ça c'est l'ANAFIS. L'ANAFIC, ça concerne toutes les activités dans les zones minières. Mais ça, c'est spécifique. Donc, pour la répartition, l'État avait pris un consultant international, d'après l'appel d'offres, c'est un Nigérien même qui a été retenu. Son nom même m'échappe là. Jusqu'à présent, il est là, il a fait plus de 4 ans ici sur le dossier et ça continue. Chaque fois qu'on vient d'installer, son équipe se déplace pour venir expliquer et sensibiliser. Il est toujours Garba, c'est son nom, c'est Garba. C'est un Nigérien, Garba. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est venu 2 mois ou 3 mois, ça fait plus de 2 ans, 3 ans que Garba est là. Il est toujours en Guinée encore, mais comme il y a eu avec la transition, là, il est rentré. Mais le projet continue, ce n'est pas fini encore. Il suffit seulement que l'État accepte et qu'on recrute soit un consultant interne ou externe pour établir et voir, rencontrer les parties prenantes, la société minière, la collectivité, le ministère des Mines, la décentralisation, c'est le ministère de la collectivité de la population. Donc, eux sont associés. Comme ça, je crois que c'est vrai. On peut trouver un consensus. Mais le gros problème, il faut que l'État s'y mette. Oui, comme tu l'as si bien dit, il faut une implication réelle de l'État. Ici, bon, c'est vrai que l'État avait mis du temps à s'impliquer,
concernant aussi ce que nous avons réclamé pour les projets portés par les femmes, l'État ne s'est pas réellement impliqué. Du coup, on a une approche, on va vers les élus locaux, les élus nationaux, et on encourage les femmes on les sensibilise pour qu'elles puissent être porteurs de projets. On les aide à initier des projets et aussi, on leur demande de participer aux conseils régionaux. C'est-à-dire que les conseils régionaux sont cet organe-là où il y a les députés, où il y a les maires, où il y a les conseillers. On les incite à participer à ces conseils pour faire entendre leur voix. Mais j'avoue que bon, le poids des traditions souvent fait qu'elles sont inhibées. Elles sont inhibées d'une manière ou d'une autre, ce qui fait que souvent, il y a pas souvent, la plupart du temps, il y a des opportunités comme ça qui passent devant elles, elles ne savent pas les saisir. Donc, c'est ce constat pour ce qui concerne le Burkina. Mais je sais que Cyrina est connectée. Cyrina travaille à Essakan. Elle peut peut-être nous dire qu'est-ce qu'il en est au niveau de Essakan. Cyrina, tu es là? Je crois qu'elle est là, non? Oui, Aïda, oui, je suis là. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour, mon chocolat. Bonjour. Non, mais par rapport à la gestion, effectivement, on a pris les différentes... les élus locaux se sont impliqués avec les différentes communautés. C'est assez structuré. Et puis, il y a souvent des réunions et autres qui se tiennent de façon périodique pour discuter par rapport à certaines activités afin d'impliquer tout le monde. Donc, ça se fait tout doucement au niveau local, en tout cas pour ce qui est des SACAN. Donc, on attend de voir les résultats et puis on espère encore avoir une meilleure répartition, surtout pour ce qui est de la femme et tout ça. Donc, je ne sais pas si c'était réellement ce qui était attendu par rapport à mon apport, s'il y a besoin. Oui, si. En fait, c'était ça. Et puis, bon, comme vous êtes la mine qui contribue le plus. Maintenant, comme les comités de suivi n'ont pas été mis en place, ils ne sont pas opérationnels, on ne sait pas, parce que au tout début, je m'appelle, lorsque on se battait avec les élus locaux dans les salles de réunion, on leur avait dit que c'était pour vraiment investir de façon durable. Mais moi, je ne trouve pas que construire un bâtiment de mairie, c'est un investissement pour un développement local durable. Et bon, il y a eu beaucoup de discussions, mais je dois dire qu'on ne voit pas trop dans les autres provinces et tout, on ne voit pas trop ce que ce fonds-là apporte parce que je crois que le fait que les comités de suivi ne soient pas opérationnels, je ne sais pas, ça va dans tous les sens. Hein. Ces fonds sont mal gérés. Et je salue la manière dont la Guinée a implémenté sa manière. C'est-à-dire que les répartitions, c'est qu'il n'y a pas de discussion. C'est bien écrit, c'est dans la loi 35%, 20%, 15%, 5%, c'est bien écrit. Nous aussi, on avait cette chance, ça allait super bien parce que on se bat toujours, quoi. Voilà. Donc, tout à je ne sais fait. pas si... Oui, voilà. Oui, tout à fait. Effectivement, ce qui manque, c'est vraiment les différents comités de suivi pour voir ce qui se passe sur le terrain. Sinon, au niveau des SACAN, à chaque année, il y a des réunions qui se tiennent pour arrêter, comme un cahier de charge, une série d'activités à mener de façon concrète afin que les retombées puissent profiter à tout le monde, afin d'éviter les différents éléphants roses. Et puis, effectivement, comme tu l'as dit, aller construire un bâtiment administratif qui ne va pas vraiment avoir un impact réel sur la vie des communautés. Donc, ce qui est fait au niveau des SACAN avec les différentes commissions, ils s'asseyent en fonction de ce qui est présenté comme activité par la mairie et tout, c'est bon. La mairie en son temps. Et SACAN aussi faisant partie de la commission, on essaye aussi d'apporter des modifications, nos idées, afin que tout ce qui va être posé comme acte puisse profiter aux communautés.
Mais comme il y a le problème de suivi qui est là, et c'est très important, effectivement, à notre niveau, là, de regarder comment est-ce que les autres pays fonctionnent pour que nos comités de suivi là, puissent être mis en place et qu'en plus, et tous ces comités-là soient efficaces sur le terrain. C'est seulement avec ces communautés-là que nous pourrons sentir l'impact de ce fonds-là pour les communautés. Merci beaucoup. Le Mali veut prendre la parole. Merci beaucoup, mon chocolat. Oui. Bonjour à tous. Bonjour, Rokia. Oui, comme je dirais, j'aimerais féliciter d'abord Matata Sayer pour cette belle représentation. Puis partage d'expérience, ici au Mali, nous avons aussi un problème par rapport au fonds minier. Du fait que le ministère tutelle a mis en place une cellule, c'est-à-dire la chambre des mines, qui a été abrégée le 14 janvier en 2004, qui est défini comme un établissement public à caractère professionnel doté de la profession morale et de l'économie financière. Donc, à travers cette cellule, nous avons des membres d'associations qui sont représentés. Et de ce fait, à travers ceci, nous arrivons à suivre la répartition des fonds et nous arrivons aussi à suivre la mise en place de différents projets communautaires par rapport aux femmes, même à les soutenir aussi. Donc, au jour d'aujourd'hui, la Chambre des mines peut offrir son assistance technique aux entreprises, même aux employeurs pour faciliter l'accomplissement des différentes formalités administratives et de promouvoir les activités des sociétés minières et aussi des employeurs. Elle peut procéder aussi à la diffusion de toute information utile ou mettre en place des organismes appropriés. Donc, Allô? Oui, on t'écoute. Donc, je pense que déjà, il faut déjà commencer parce que quand il y a des articles dans le code minier, déjà avec la relecture du code minier, nous, on a essayé de voir quelle est la meilleure solution pour la mise en œuvre de ces activités afin que les bénéficiaires puissent accéder directement au fonds et pour au moins essayer de réaliser aussi leur projet. Parce que pour avoir accès aussi au fonds, il faut que les bénéficiaires puissent aussi avoir les projets au niveau du PDSEC. Donc, c'est un système de suivi et d'évaluation que nous, on essaye de faire. C'est à travers cela que la FEMIMA, le ministère des Mines aussi a sollicité que la FEMIMA accompagne la Chambre des Mines afin qu'on puisse aussi remédier à cela. Et puis voir aussi la formalisation de ces groupements et voir aussi de les aider, en plus de ça, de mettre aussi leur projet en place et de voir aussi si le fonds, si elles arrivent aussi à accéder à ces fonds. Parce que c'est un fonds, même au niveau du gouvernement, ça peut être à travers les décrets. Le fonds peut être mis en place, mais pour l'accéder, il faut passer par tout un paperasse. Il faut aussi essayer de mettre des choses en place pour y accéder. Parce que dans une réalité palpante, les gens peuvent dire que le gouvernement ne joue pas son rôle, alors que le gouvernement joue son rôle, mais il faut aussi que la localité, la commune, la collectivité aussi puisse jouer son rôle. C'est ça, en fait, le grand problème. Donc, chez nous, au fait, nous, on a mis cette solution en place parce que même si la Chambre des mines, on collabore avec eux, mais de notre côté aussi, on essaye tout le temps de faire les suivis à travers des petites missions. Si vraiment ce qui a été dit sur table, est-ce que ça a été réalisé? Ce qui a été pris en compte par la FEMIMA, est-ce que ça a été réalisé? Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est notre combat. Et
je pense que nous, on arrive à avoir au moins des solutions par rapport à ce problème. Voilà. C'était ma petite contribution. Merci, Rokia. Petite contribution, mais très, très riche parce que vous, il y a toujours des solutions. Nous n'avons pas toutes le même cheminement, nous n'avons pas toutes les mêmes procédés, mais le plus important, c'est d'atteindre les objectifs. Lorsque tu as dit que pour éviter les lenteurs administratives, pour éviter que vraiment les femmes elles soient découragées parce qu'elles vont faire des va-et-vient incessants. Vous les accompagnez auprès des élus locaux pour que la procédure de décaissement, si on doit dire, puisse être plus rapide parce que c'est vrai que je dois dire que lorsque il y a un découragement quelque part, nous qui avons pour ambition qu'elles aillent en semi-mécanisé pour celles qui veulent rester dans le secteur minier, si on doit débloquer, je dis quelque chose comme ça, 50 millions pour que, par exemple, des femmes puissent être en mouvement pour avoir, pour acquérir une semi-mécanisée. Si elles doivent rester pendant 1 an à faire les paperasses, elles vont se décourager et repartir encore dans l'artisanat avec tout ce que ça comporte, alors que nous avons pour ambition de les faire monter. Voilà. Donc, vraiment, merci pour ce que tu as dit. Et je sais que, bon, le Mali est très grand, avec beaucoup de réserves en or et beaucoup de femmes impliquées. Et c'est bien encore qu'on puisse avoir l'opportunité de se retrouver pour parler depuis 2017, qu'est-ce qui a été fait dans chaque pays pour mettre en commun et trouver des solutions communes, puisque au niveau de la CEDEAO, c'est ce qui est prévu. C'est-à-dire que les politiques minières là, doivent être communes afin qu'au moment de l'implémentation, qu'il n'y ait pas trop de divergences et que nous puissions vraiment atteindre des buts là, de façon efficiente et pas trop lente parce que l'orpailleur, il n'attend pas. Chez nous, vous avez vu ce qui s'est passé, ils ont brûlé une mine, il n'attend pas. Donc, et puis avec aussi l'effet de la pauvreté aussi, qui est actuellement, comme on dit chez nous, la vie est chère. Alors, donc, ce n'est pas évident. Il faudrait bien que cela se fasse. Je ne sais pas si quelqu'un a demandé la parole. Je peux peut-être donner la parole à Madame, à Dr. Savadogo Edith. Docteur Savadogo. Oui, bonjour, Madame Tamboura. Allô? Allô? Bonjour, docteur. Je n'avais pas vu que vous avez levé la main. Excusez-moi. OK. Bonjour, madame. Bonjour à toutes. Bonjour, docteur. Ah oui, bonjour. Voilà, c'est vraiment très intéressant ce que je suis là par rapport à la Guinée et par rapport à la gestion de leur fonds de développement économique et local. Contrairement au Burkina, nous avons vraiment beaucoup de soucis, déjà même par rapport à la collecte de ces fonds. Je ne sais pas si en Guinée, c'est aussi le cas. Et déjà, le fait d'avoir une politique qui décide déjà d'accorder ce fonds à des femmes, à des collectivités locales, vraiment, c'est à féliciter. Et j'avais peut-être une préoccupation, je pense que j'ai déjà posé la question, à savoir si, au niveau du FODEL, est-ce que le gouvernement rencontre des difficultés par rapport à la collecte de ces données? Est-ce qu'il y a une certaine difficulté comme au Burkina ici? Parce que je pense que le fonds de développement local à notre niveau, c'est souvent difficile de collecter ça avec les différentes industries et minières. Est-ce que c'est la même chose à votre niveau? Également, une autre préoccupation par rapport à la formation des femmes pour d'autres activités comme la saponification. Est-ce que dans les localités où les femmes refusent d'abandonner leur paillage, est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont prises à ce niveau? Ou bien qu'est-ce que la Guinée envisage faire par rapport à cela? Voilà, c'était un peu ce que j'avais comme préoccupation. Merci. Allô? Merci, docteur Savadogo. Voilà, d'accord. Merci, docteur Savadogo. Sayon, tu peux répondre, s'il te plaît? Oui, je peux, oui. Merci, docteur.
C'est vraiment des questions pertinentes. Je reviens d'abord sur l'intervention de Rokia du Mali. L'exemple de Rokia vraiment est important, mais la différence est que pour eux, ils accompagnent, ils assistent les femmes pour chercher le financement. Oui, non? Donc, ça recoupe un peu la question que Burkina vient de poser là. La première question, c'était quoi? Je viens de noter si non, mais lorsqu'elle est en train de parler. Ah, allô? Pendant la collecte, oui. Le gouvernement voilà, a des problèmes pour la collecte. J'ai dit non, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est un fonds fixe. Tant qu'il y a l'exploitation, on verse sur le compte et le trésor public. Je vous ai dit que c'est le montant alloué à l'État, trésor public. Tant qu'il y a l'exploitation, il y a les recherches minières, l'exploration et autres là, le trésor public est alimenté. Et c'est la part de l'État dans le trésor public que l'État a accepté de prendre 15% pour reverser dans les activités des communautés impactées ou indirectement impactées. Ça, pour le moment, on n'a pas de problème. Parce que déjà, le fonds est là, on connaît. Il suffit seulement qu'il y ait la volonté de l'État pour ne pas retarder le décaissement. Ouais. Ça, c'est la question. Et la formation, effectivement, il y a des femmes qui sont réticentes parce qu'elles disent que venir attendre, eux, tous les jours, ils peuvent avoir 1 gramme, 2 grammes, 2 trucs comme ça là. Ou s'ils ne gagnent pas aujourd'hui, demain, ils ont toujours l'espoir. Bon, mais au fur et à mesure, quelques-unes qui vont accepter de venir se former, elles autres verront le changement. Celles-là, ils pourront adhérer. Par exemple, le cas de Sigiri, au départ, il y avait beaucoup de réticents, mais le premier groupe qui ont accepté de se faire former, ils sont là, ils se forment, ils font des trucs. Quelques jours, ils peuvent partir encore dans la rivière pour aller chercher l'or. Bon, les autres aussi ont vu que vraiment les deux peuvent aller de pair. Mais chaque fois que nous venons pour les sensibiliser, ils peuvent voir que vraiment ça, là, les mines peuvent finir. Parce qu'à tout moment, on vient les chasser, les investisseurs viennent prendre les permis pour venir exploiter. Donc, eux-mêmes, la dernière fois, ils nous ont dit que vraiment, avec leur travail là, actuellement, ils parviennent à subvenir aux besoins de leur famille. Donc, je crois que ça, c'est à encourager. Et réticence, quand même, c'est obligatoire que nous allons rencontrer, malgré que c'est dans leur intérêt, mais au premier abord, ils ne vont pas voir ça. C'est à nous maintenant de forcer la situation. Parce que nous savons que vraiment, c'est nécessaire pour eux. Les mines, là, j'ai dit ça à la coordinatrice la dernière fois. Nous aurons à parler ça prochainement, après mine. Et ça va finir. Les mines vont finir. Mais s'ils sont formés dans les saponifications, teintures et autres, là, et transformation et trucs agricoles, ça pourra les aider même après mine. Nous avons des États qui n'ont pas de mine, mais ils vivent. Pourquoi ils vivent? Donc ça, il faut donner les exemples. Merci. Allô? Oui. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup pour les réponses. Et juste un petit apport aussi, j'ai eu l'occasion de faire la Guinée en 2017 et je me suis rendu compte que c'est une localité où vous avez beaucoup de ressources. C'est une zone très bien arrosée et je vois bien que vous avez développé des activités agricoles et les cultures le maraîchage, la culture d'ananas et autres. Je pense que c'est des activités à beaucoup développer et ne pas seulement s'arrêter à l'organisation de ces femmes pour ces différentes activités. Il faut surtout les aider à pouvoir écouler leurs produits. Je pense que c'est surtout le problème qui va se poser à leur niveau. Si vous arrivez à tisser des relations avec d'autres pays consommateurs, par exemple au Burkina ici, on consomme beaucoup d'ananas, même si je sais que c'est un peu loin de chez nous. Peut-être qu'aux alentours de chez vous, là, vous pouvez trouver des pays qui peuvent être preneurs des différents produits qui vont produire ces différentes femmes-là. Je pense que ça pourra beaucoup plus aider les femmes et aider les autres qui sont un peu réticentes là, à
un peu changer d'activité pour abandonner les mines artisanales. Voilà. Merci beaucoup et merci pour la réponse. Merci. Oui, c'est vrai ce que vous dites là, mais au niveau de Bokeh, ça commence à marcher là-bas. Des commerçants viennent prendre l'arachide et l'anacarde avec les femmes qui sont là-bas pour exporter vers le Sénégal. Mais c'est quelque chose que nous allons mettre ça dans nos projets en perspective pour voir sur quelle danse avec la Chambre des mines, comment on pourra être accompagné. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci. Nous voyons que les fonds sont là, mais dans leur applicabilité, ce n'est pas évident. Et aussi, concernant les activités financées par ces fonds, comme l'a dit bien le docteur Sabadego, l'écoulement, parce que c'est vrai que la distribution et l'écoulement aussi, ça aussi, c'est une autre partie du parcours. C'est une autre difficulté du parcours et je pense que nous devons tourner aussi nos regards vers l'extérieur pour l'écoulement. Les pays comme le Mali, le Niger, le Burkina, nous n'avons pas ce sol pour produire autant d'ananas. Donc, peut-être qu'il faudrait aussi penser à peut-être installer des petites unités de transformation. Parce que j'ai vu dans beaucoup de pays où l'ananas était séché et mis dans et emballé comme ce qu'on fait avec les mangues. Peut-être que ça aussi, ça va aussi peut-être engendrer plus de revenus et puis aussi donner aussi une certaine fierté à ces femmes-là de dire, ah, je produis, je transforme et je distribue. Là, je pense que parce que la femme, elle ne rechigne jamais devant l'ardeur du travail. Au contraire, plus c'est dur, plus elle tient. Alors moi, je me demande, est-ce que nous ne pourrons pas aussi penser, docteur Rukia Sagnon, est-ce qu'on peut penser peut-être à la transformation aussi de ces fruits et légumes pour les pays sahéliens, bon, pour les pays sahéliens parce que nous n'avons pas, mais aussi pour d'autres pays parce qu'il y a, par exemple, des pays en Afrique centrale qui ont des terrains aussi riches, mais qui ne produisent pas. C'est que eux, c'est une autre mentalité. Je ne sais pas pour les critiquer, mais ils peuvent faire la fête plutôt que de travailler. Mais donc, alors, on n'a qu'à profiter de ça aussi pour avoir des marchés à l'extérieur. C'est ce que je voulais ajouter. Si le Mali, si Roki a quelque chose, ou je ne sais pas qui est connecté, Maman, je vois qu'il y a Maman, Fourera qui est connecté, Fourera, Niger, la présidente. Tu as des ananas au Niger? Sayon, tu as levé la main. Je crois que mon micro était fermé. Est-ce que vous avez entendu? C'est fini, j'ai baissé. D'accord. C'était l'ancien. Fourera, elle est où? Tu as levé, Rocky a levé la main. Rocky, tu as la parole. Oui, je voulais ajouter que ici au Mali, on aime bien l'ananas, mais on aime aussi beaucoup plus les bananes plantées. Et quand j'ai eu l'occasion de faire un tour en Guinée, franchement, c'est un projet qui serait tellement sollicité par les Maliens. Et surtout par rapport à la transformation, à les sécher et autres, même s'il faut collaborer avec le Mali, c'est quand même un projet qu'on aimerait discuter beaucoup avec Tata Sayon, si possible. Parce qu'il faut aussi voir la distribution, comme vous l'avez dit. Donc, il faut aussi essayer de voir quel pays ou bien dans quel domaine ou bien dans quelle structure au moins tel produit peut évoluer, peut être écoulé au plus vite, rapidement aussi. Donc, c'est juste une contribution que je voulais faire. Puisque j'ai fait quelques temps là-bas, je n'ai pas eu l'occasion de manger du banane plantain là-bas.
Mais je me suis dit, la terre est tellement fertile que Oui, franchement, oui, c'est du gâchis. Donc, c'était juste pour, voilà. Rekia, c'est noté. On en parlera en inbox. Allô? Qui est là qui peut prendre la parole? Concernant, concernant les... Il y a dans ta présentation, tu as parlé de la formalisation et de l'implication vraiment très participative des femmes pour la mise en place, la gestion du fonds et le choix des activités. Comment vous êtes parvenu à faire ça? Merci. Oui, ça c'est... Pourquoi on dit que l'implication? Parce que c'est un projet vraiment qui a suscité l'intérêt à chaque fois, avant même l'arrivée du FODEL, les femmes savaient qu'il y avait des négociations pour les aider pour la prise en charge de leurs projets dans le revenu du secteur minier, soit par les sociétés minières évoluant dans leur localité ou par l'État. Et malgré que les sociétés minières ils font le peu qu'ils peuvent pour les riverains, mais c'est à l'État maintenant de fermer les yeux pour passer des choses. Et nous, on était venus vers les femmes, les expliquer que nous sommes sur le terrain en train de voir auprès des décideurs pour faire cas. Donc, dès qu'il y a eu gain de cause, à l'amont, ils étaient préparés. Donc, le regroupement des femmes pour les expliquer, le fonds là est là. Lorsque ça viendra, vous devrez faire ceci et cela. Donc, l'engouement était de taille. Je crois que ça n'a pas... Au niveau de la jeunesse, la population en un mot, tout le monde était adhérent. Mais c'est après avoir reçu l'argent, nous-mêmes, on a su que le montant que nous sommes en train de leur donner, ce n'est pas tellement consistant. Vous voyez? Alors, vous savez que la dernière fois, là, nous avons fait le lancement de notre étude de fonds FODEL, à savoir la gestion et une évaluation du fonds déjà octroyé. Donc, l'étude là est en cours. Les enquêteurs sont rentrés du terrain et pendant leur interview avec les communautés, les femmes et autres là, beaucoup se plaignent que le fonds qu'on leur a donné vraiment ne sont pas vraiment, ne pouvaient pas atteindre leur objectif. Et il y a un point encore à retenir. Le fonds qui est donné, c'est un fonds de roulement, ce n'est pas cadeau. J'ai oublié de signaler ça. Ce n'est pas cadeau, mais en leur donnant, on leur dit, c'est pour les inciter à pouvoir utiliser l'argent. Le pourcentage qu'ils donnent, ils reversent à l'État est minime, mais on ne leur a pas dit que c'est cadeau. Un groupement, vous venez signer, vous vous engagez à la banque ici, à l'interne, où vous devriez verser l'argent à tout le monde. Il y a des groupements, vous allez voir, lorsque nous allons finir notre étude, vous allez voir, il y en a qui sont à 70% de versement, 60%, 40%. Donc, elles sont conscientes. Ouais, non. Donc, lorsque 100% sera atteint, on pourra leur donner d'autres, et d'autres qui n'ont pas bénéficié pourront, c'est comme sous forme de roulement du même fonds. Donc, sinon, il n'y a pas eu de problème quand même pour les regrouper. Oui, madame. Madame la coordinatrice. Oui, j'avais encore une autre question. Concernant les jeunes, qu'est-ce que vous avez prévu? Parce que moi, je prône toujours quelque chose. Je dis, à travers le fonds minier, tous les fonds miniers, nous devons pouvoir financer le contenu local. Je veux savoir, est-ce qu'au niveau de la Guinée, est-ce que la dynamique, l'initiative de contenu local est terminée? Parce que je sais que vous avez engagé
comment on appelle ça? Le processus qui est assez long. Nous, on a mis presque 1 an pour que le contenu local que la stratégie soit mise en place. Et cette stratégie doit prendre en compte tout le monde au niveau des communautés impactées et non impactées. Je veux savoir, qu'est-ce qu'il en est pour la Guinée? Et après, je vais aussi donner la parole au Mali, parce que je sais qu'ils sont en train de faire leur stratégie. Voilà. Parce que pour moi, oui, le processus est mis en place, effectivement. Oui. Et c'est la vulgarisation qui a, actuellement, il y a 3 vulgarisations de l'atelier qui est retenue. Je crois que c'était la semaine prochaine à Kindia. Ils ont retenu 3 régions administratives, à Kankan, à Kindia et à Conakry. Mais la semaine passée, le gouvernement a décidé de faire la réunion ministérielle tournante. Ils étaient la semaine passée, c'est la semaine même qui continue. Comme hier, c'était férié, là, je parle la semaine dernière. Ils sont dans la zone forestière, la région forestière. Depuis le mardi, la réunion ministérielle a été tenue aujourd'hui. C'est avec le président même qui va se rendre là-bas. Ils vont tenir la réunion interministérielle. Aujourd'hui et la semaine prochaine, ce sera à Kankan, ainsi de suite. Le lundi, lors de notre réunion cabinet, notre ministre nous a instauré d'attendre parce que la directrice du contenu local avait signalé le programme de l'atelier. Comme lui, il aimerait que le Premier ministre assiste pour le premier atelier de ce soir jusqu'à ce qu'il rentre à Conakry après leur retour des mois là. Sinon, c'est fini, c'est la vulgarisation qui est là pour faire partir toutes les parties prenantes, les sociétés civiles et le gouvernement, les élus locaux, les sociétés minières, les détenteurs des permis, projets, exploration, tout. Tout est prêt. C'est seulement un déblocage maintenant pour lancer la vulgarisation. Peut-être après la vulgarisation, je verrai comment je pourrais vous faire partager le contenu de cette vulgarisation. Ce serait bien parce que je pense que notre AGM de cette année, la formation doit être faite par IGF et c'est le contenu local et genre. Maintenant, je vais écouter le Mali. Le Malas, il est là? Rokia, tu es là? Avec la saison des pluies, la connexion n'est pas très évidente. Rokia? Bon. C'est qui qui a demandé la parole? Rokia, tu es là? Rokia? Allô? Oui, Allô? je parlais du contenu de la stratégie nationale de contenu local qui peut être financé à travers les fonds. Oui, déjà, vous allez m'excuser parce que j'avais un petit souci de connexion. Donc, c'est un cas qui est déjà très, très considéré surtout, comme je vous l'avais dit, dans la cellule de la Chambre des mines et aussi dans le département du développement du contenu local. Parce qu'on essaye de travailler avec le ministère de tutelle par rapport à ce cas, même voir aussi l'implication des jeunes, surtout l'implication des jeunes, parce que c'est très, très important. Et aussi mettre aussi des différents projets en place pour pouvoir les soutenir dans ce cadre-ci. Et aussi, pourquoi ne pas avoir aussi des projets de financement, voilà, et qui seront impliqués. Parce que déjà, quand on parle du contenu local par rapport au fonds du développement
est local, c'est un cas parce que déjà, il y a des normes à suivre. Donc, ces normes aussi, il faut les prendre en compte. Et comment aussi élaborer l'administration, les documents qu'il faut, comment aussi voir depuis au moins le fond, depuis le niveau local et faire la remontée parce qu'il faut aussi voir quelles sont aussi les activités déjà que les jeunes demandent et les femmes aussi. Et il faut aussi voir comment les impliquer dans le domaine et qu'est-ce que la loi dit et proportionnellement aussi à ce qu'il faut réaliser, à comment les intégrer dans le domaine. Donc, le Mali est en train de travailler sur ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on avance de pas à pas avec l'implication des différents projets des ONG et aussi la suivi de la FEMIMA par rapport à ce cas. Voilà. Maintenant, je reviens encore sur le thème. Comment s'assurer de la réelle prise en compte du genre, de la réelle répartition juste et équitable de ces fonds, de cette manne minière? Parce que en tant que OSC, nous faisons ce que nous pouvons, nous impliquons, je dirais, plus que 100%, mais tout n'est pas rose. Qu'est-ce que nous pouvons faire de plus pour que ces fonds soient vraiment utilisés, que le destinataire final soit vraiment la femme? La femme dans les communautés rurales, la femme dans les communautés impactées ou non impactées. Parce qu'ici, nous, on prend en compte aussi les communautés non impactées dans la répartition. Comment faire? Est-ce que vous pensez qu'on a d'autres alternatives, d'autres choix, d'autres idées? Là, je demande à Dr. Savadogo. Merci. Merci, Madame Tamboura, pour la parole. Au Burkina, ici, c'est vrai qu'il y a vraiment un sérieux problème par rapport à la gestion du fonds. Et il y a un manque de volonté politique. Et je pense qu'à ce niveau, il va falloir beaucoup œuvrer à faire changer les mentalités au niveau des différentes politiques. Les acteurs politiques et également les politiques qui sont souvent votées afin de pouvoir gérer le secteur minier. Il faut vraiment qu'on puisse intégrer des volets comme ce qui se fait actuellement en Guinée, œuvrer à ce que les décideurs tiennent compte de la femme dans les différentes politiques. Je pense qu'en faisant cela, on pourra peut-être un temps soit peu pouvoir amener la femme à mieux profiter du fonds de développement qui est alloué au développement des différentes communes. J'insiste surtout sur l'aspect politique. Souvent, au Burkina, ici, nous avons effectivement des textes, mais ce n'est pas mis en pratique. Il n'y a pas de suivi, il n'y a rien du tout. On prend les décisions, les gouvernants restent à leur niveau. À l'échelle locale, eux aussi, ils essaient de tirer au maximum profit des activités qui se mènent, surtout si ce sont des activités d'orpaillage. Il faut vraiment un lien entre les acteurs politiques et les différents acteurs qui sont à l'échelle locale. Je pense qu'en œuvrant à ces différents niveaux-là, en amenant les politiques à intégrer le volet femmes dans les différentes politiques, également en amenant les acteurs politiques à faire un suivi, je pense que ça pourrait aider. Merci. J'espère que j'ai un peu contribué à ça. Merci bien. Oui, merci beaucoup. Ce que vous avez dit, Dr. Savadogo, est réel. C'est la réalité que nous vivons tous les jours. En fait, le politique ne veut vraiment pas s'impliquer lorsque nous faisons le plaidoyer concernant la prise en compte du genre, quand nous demandons 30% de 1%
pour les femmes. Il y en a même qui nous ont dit au tout début, quand les fonds miniers, quand la loi pour que les compagnies minières puissent commencer à contribuer à ce fonds, et que nous avons parallèlement commencé à mener le plaidoyer, il y a des autorités qui nous ont dit, mais vous êtes venus en retard, vous. Alors, vous êtes venus en retard. Il fallait venir plus tôt. J'ai dit, mais pourquoi vous dites? Ah, mais non, c'est une loi qui est votée. Bon, en fait, c'est un peu, je trouve ça un peu léger de la part d'une autorité de parler de la sorte, parce que tout en sachant que c'est la femme qui crée la dynamique économique. C'est la femme qui au niveau de beaucoup de pays, par exemple, le Togo, le Bénin, sans la femme, ces pays-là, ils seraient peut-être, je ne sais pas moi, il y a tellement de pays dans le monde où c'est la femme qui crée la croissance économique. Mais ici, bon, enfin, nous espérons que, bon, avec tous les changements qu'il y a eu, nous allons être peut-être plus écoutés, et puis vraiment, au moins suivre les traces de la Guinée, et puis en tout cas, qui sont un très bel exemple. Et j'espère que nous allons pouvoir aussi une réunion où Dr. Savadogo, en tout cas, vous allez avoir le floor pour qu'on en parle, pour qu'on débatte avec, pour qu'on depuis 2017, nous sommes en 2022 ou 2023, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a pu faire? Parce que jusqu'aujourd'hui, tout ce que la FEBIM a pu faire concernant les sensibilisations, concernant les créations de projets, c'est à travers des financements par la Banque mondiale, par l'ambassade du Canada, l'ambassade de France. Mais honnêtement, concernant le fonds minier, nous ne pouvons pas dire que voilà, telle communauté a reçu tant. Même pour les formations en contenu, pour le contenu local, il a fallu se battre pour qu'on puisse intégrer la femme dans, ils appellent ça emploi décent. Parce que, imaginez, par exemple, un sous-traitant, même pour qui a un contrat dans une compagnie en production, est-ce que vous savez que souvent, dans les compagnies de sous-traitance, les femmes, elles n'ont pas même les toilettes séparées, elles n'ont pas les douches séparées. Je sais qu'il y a il y a 2 ou 3 de nos membres elles sont ingénieurs géologues, elles devaient attendre la nuit pour aller prendre leur douche derrière les bâtiments. Donc, ça veut dire que la prise en compte, là, c'est mental aussi. Et quand on parle de formation, souvent dans les communautés, ils disent « Non, on n'a pas besoin de femmes ici. » J'ai dit « C'est pas vrai. Elles vont participer. » Donc, souvent, c'est tendu. Mais bon, on n'a pas le choix. C'est ce que je voulais ajouter. Alors, Sayon, tu as un mot pour la fin. Linda, tu as un mot pour la fin. Linda, aussi quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Oui, coordinatrice. Oui. Oui. Oui, je reviens juste pour un mot là concernant ce que ma prédécesseur vient de parler là. Concernant allô? Salut, tu nous entends? On dirait que moi, nous sommes des technocrates. En tant que technocrate, nous savons qu'un projet ne peut pas être soumis cette année par l'État et accompagné cette année. C'est dans le projet. Je vous ai dit pour le FODEL, là, avec les consultants, ils ont fait plus de 3 ans, 4 ans. Donc, si la volonté est là, peut-être 2022, là, ils ne pourront pas. Mais s'ils retiennent les projets et les quotas en 2023, ils pourront commencer progressivement. Parce que même chez nous, ici en Guinée, ce n'est pas seulement les 20% que nous avons demandé, c'est 30% que nous avons demandé. Mais avec 20%, nous pouvons continuer. Peut-être il y aura d'autres gouvernements ou le changement de mentalité des décideurs qui pourront accepter les plaidoiries des femmes. Donc, c'est sur ce mot, je conseillerais à toutes les associations des différents pays de forcer la situation et de ne pas se décourager. Je crois
l'engagement est là, nous allons aboutir. Merci à tout le monde. Merci. Merci, Sayon. C'était vraiment bien. Merci beaucoup. Si quelqu'un a un mot pour la fin, volontiers, on écoute. Bonjour. Je vous ai Oh pris là là, ma jolie présidente. Comment ça va? Bonjour à tout le monde. Ça va bien? Tu n'es pas fatiguée un peu avec non, la journée d'hier? Avec la journée d'hier, mais c'est de partout qu'on court. Mais c'est toujours intéressant de voir ce qu'on est en train de faire. Et comme nous, tout aujourd'hui présentes, pour vraiment aller vers une autonomisation des femmes. Donc, moi, ce que je voulais juste ajouter par rapport aux discussions que j'ai pu capter un moment, ça coupe, ça revient. Et c'est pour rejoindre un peu ce que Sayon a dit. Nous avons un réseau d'associations qui est là pour soutenir les femmes. N'oublions pas qu'on est obligé de travailler en collaboration avec l'État, sachant que le délai et surtout le temps de mise en œuvre n'est pas le même. Alors, pour pallier à ça, ce sont des pistes que nous sommes en train d'explorer et qui peuvent porter des fruits, mais pas tout de suite. C'est quand il y a des planifications, des projets, il faut les intégrer directement dans les plans de développement communaux qui remontent au niveau des plans régionaux et jusqu'aux plans nationaux. Et en ce moment-là, l'État, de toutes les façons, une fois que ces plans sont validés, on est sûr et certain que ces projets vont voir le jour. À savoir aussi que il faudrait que nous, en tant que réseau de femmes, comme elle a dit, des technocrates, mais bon, plutôt je préfère parler des femmes qui sont dans le secteur industriel, au ministériel, administratif, mais vraiment qui sont à un certain niveau. Notre rôle aussi, c'est d'accompagner ces femmes au montage de ces projets, et même en bac. C'est notre rôle aussi pour qu'elles voient leur contribution au niveau de développement socio-économique. Donc, une fois que c'est fait, c'est pris en compte au niveau des plans aux trois niveaux communaux, régionaux, départementaux, régionaux et nationaux. On est sûr qu'un financement va être fait, même si ce n'est pas dans l'année N+1, voire année N+2, au moins ça va se faire. À côté, nous, dans nos recherches de financement, le peu qu'on arrive à gagner, nous faisons en sorte de les aider à démarrer leur activité ou leur projet. Comme cela, quand l'État, l'argent sera débloqué, vu les revenus des industries extractives, ils vont pouvoir faire la suite de leur projet. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais il faudrait qu'on regarde vraiment des projets court et moyen terme, si je peux le dire. Et surtout, quand on engage des projets, il ne faut pas qu'on fasse des projets ponctuels et qu'on se retire. Faisons des projets qu'on sait qu'une fois qu'on le démarre, il y aura une suite logique par rapport aux programmes communaux. C'est ça qui nous permet, des fois, on met de l'argent, on met beaucoup d'argent. À la fin, on fait des bilans, mais on voit qu'arrivé à un certain stade, les projets sont stagnés. Donc, il faut qu'on change un peu de mentalité, que ce soit côté État et côté nous-mêmes de la mise en œuvre des projets des femmes. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, vice-coordinatrice. Merci beaucoup, tout à fait. On est en phase, je pense. Nous sommes en phase. Merci pour ta contribution. Merci beaucoup. Je vois, on dit, Blandine a levé la main. Blandine. Oui, oui. Bonjour. Oui, madame la coordinatrice. Bonjour. Ça va bien? Salut, ça va. Oui, oui, je salue tout le monde. Et je voudrais par ici remercier les uns les autres pour toutes les contributions, les explications qui ont été faites. Vraiment, ça nous aidera surtout au Bénin où on est encore à une étape vraiment préliminaire parce que les tests jusqu'à aujourd'hui n'ont pas prévu ces différents fonds. C'est compliqué, c'est difficile, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je crois que depuis 2017, avec l'harmonisation des tests au niveau régional, on a commencé l'actualisation de notre code minier pour pouvoir prendre en compte le fonds de développement local. Et depuis ce temps, les choses n'ont pas évolué. On n'a pas constaté vraiment une évolution dans le processus d'élaboration, d'adoption et consorts. Donc, ça n'a pas évolué, ce qui crée vraiment des difficultés au niveau. Je crois que si je ne me trompe, dans le projet de test qui nous a été proposé par le consultant,
le fonds de développement local est bel et bien pris en compte. Donc, ce fonds sera alimenté par collecter au niveau des titulaires des titres miniers les redevances à hauteur de 25%, et les titulaires même vont contribuer à hauteur d'1% de leur chiffre d'affaires. Je crois que si ce test peut être voté, adopté, ça va contribuer un peu au développement au niveau local, au développement des communautés qui sont impactées et qui ne sont même pas impactées parce que tout est prévu. Comme Madame la coordonnatrice l'a dit, c'est prévu, mais on attend toujours l'adoption de ce test-là pour pouvoir passer à l'acte. Le second problème que nous avons, c'est que l'organisation vraiment au niveau communal des femmes qui pourront bénéficier de ces revenus du moins miniers n'est pas encore un truc vraiment actif. C'est pas actif. Il est bien vrai, il y a des ONG qui travaillent au niveau communal, en tout cas dans les petites localités, elles aident les femmes, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Donc le problème se pose de manière vraiment accrue du moins. Et je pense qu'avec cette formation ou cette conférence-ci, je pourrais partager beaucoup de choses avec mes collègues et les amis de l'association également, et quelque chose pourra se faire. Donc, nous attendons l'adoption de notre code minier pour que les choses soient claires, vraiment formalisées. Donc, tout ce qui se fait actuellement avec les sociétés minières, ce n'est pas un truc formel. Ce n'est pas formel. Il est bien vrai, chaque société qui vient travailler contribue un peu, mais ce n'est pas un truc vraiment formel qui prend en compte les femmes. Mais ça prend en compte globalement la communauté qui est impactée par l'activité. Donc, un appui qui impacte directement les femmes, non, on n'a pas encore ce genre de choses au Bénin. Donc, c'est pourquoi je disais tantôt qu'on est encore à l'étape embryonnaire, mais je crois qu'avec les expériences que j'ai suivies aujourd'hui, bon, je pourrais apporter un peu ma contribution pour que les choses s'arrangent beaucoup mieux. Je vous remercie. Merci, Blandine. Merci beaucoup. C'est bien souvent d'avoir ce genre de discussion parce que pour voir à quel niveau tout le monde est. Il est vrai que nous aussi, au début, c'était aussi, je crois que c'est le Ghana et puis qui avait déjà, parce qu'au Ghana, eux, c'est dans la Constitution. Et c'est même pas dans le code minier, c'est dans la Constitution. Donc, mais je suis contente que vous puissiez bénéficier de l'expérience des pays qui ont déjà fait cela. Et je te prie de bien vouloir entrer en contact avec la Guinée, le Mali, le Burkina. Dans tous les cas, tu es dans la plateforme. À tout moment, tu peux entrer en contact avec une des associations pour adresser soit des questions, soit comment nous avons fait, parce que moi, je dis souvent, c'est pas à peine, on ne va pas inventer le fil à couper le beurre. Prenez ce qui existe déjà pour implémenter chez vous. Et puis, surtout qu'il y a aussi de l'ananas chez moi là-bas au Bénin. Donc, c'est vrai. Alors, oui, donc, ce qui fait que je dis que ce serait bien de... Nous avons la chance, nous sommes en réseau. Donc, avec aussi, nous avons aussi des personnes de ressources comme Dr Savadoro et Edith. Il ne faut pas hésiter à venir, en tout cas, vers le réseau, même si c'est inbox, pour poser des questions, pour voir comment, pour se voler, comment nous avons procédé et tout, parce que là, vous allez gagner en temps et les femmes aussi vont être financées plus vite. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Madame la coordonnatrice. Et je crois que je ne vais pas rester insensible à tout ce que vous avez dit. C'est un canal qui est ouvert et je dois en profiter. Merci. Merci, Blandine. Alors, chères dames, si vous pensez que nous avons... On peut pas finir d'épuiser le sujet, mais si vous pensez que nous pouvons arrêter là, bon, on arrête. Sayon, Faudel. Ou Djeneba vient de se connecter.
Geneva de la Guinée. Geneva, bonjour. Alors, je sais que... C'est l'île d'enquêteur qui était parti pour le Fonds Faudel. Voilà, donc si elle peut se présenter, qu'on fasse sa connaissance, parce qu'elle vient d'intégrer le groupe WhatsApp. Alors, oui. elle fait partie maintenant de la famille. Alors, si vous pouvez vous présenter, ce serait bien. Merci. Kourouma Guénab, je suis ingénieure géologue. Je viens à peine d'intégrer le groupe. J'étais enquêtrice j'étais enquêtrice concernant le Fonds Faudel dans une localité ici en Guinée. Formidable. Nous t'accueillons avec plaisir et nous savons que nous allons faire ensemble beaucoup de bonnes choses pour les femmes. Oui, Inch'Allah. Bienvenue encore. Merci. Merci. Donc, alors, si vous ne voyez pas d'inconvénients, on va arrêter maintenant. Et puis, à la prochaine session, au mois de juin, je n'en connais pas le thème, je parlais des financements encore, de planification de financement pour les employeurs. On verra bien, je vous dirai ça en avance. Merci Sayon, merci à Blandine, merci à Femima, merci à Dr Savadogo, merci à Geneva, merci à Fourera, à tous ceux qui ont pris de leur temps aujourd'hui pour participer à ce forum. Merci tout le monde et à la prochaine. Merci, à bientôt.